Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est vendredi, il est midi et demi, vous en avez l'habitude, c'est le rendez-vous de Dans la Lucarne. On va passer moins d'une heure pour le coup, parce que généralement c'est toujours moins d'une heure, à essayer de faire un petit peu le menu du week-end. Je vous invite justement, si vous écoutez en replay, c'est pour ça que c'est le vendredi midi et demi, si vous voulez venir participer, et bien voilà, c'est le vendredi midi et demi sur YouTube, sur Twitch, sur Kick. Vous choisissez votre plateforme, n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs, ces plateformes-là. Vous pouvez prendre des subs si vous le souhaitez aussi, si vous le pouvez, que ce soit sur Twitch ou sur Kick. Pas sur YouTube parce que vous voyez, la personne que vous avez devant vous actuellement pour YouTube est une IA qui vole du contenu à quelqu'un et donc on ne peut pas monétiser nos vidéos YouTube pour cette raison. Toujours l'occasion de faire la bise à YouTube. Voilà. Euh, je vais en profiter pour saluer ceux qui sont justement déjà présents dans le chat. Je vois que Baptiste est très en forme devant son Ulsan Gangwon. C'est dommage que tu t'en ailles, Baptiste, parce que on va parler d'un vrai championnat que tu kiffes en plus pour les choix de la semaine. Je pense que tu devrais rester un petit peu, tu vas adorer. Il y a un rendez-vous rien que pour toi. Bref, bonjour à Nostromo, à Romano, à Alrami aussi, et à Nacio qui sont présents dans le chat. Merci à Quintero de nous avoir sauvés. Deux finales 100% brésiliennes, exactement. Merci à Quintero de jouer au foot. Tu remarques, Alrami, qu'il est dans le générique de l'émission. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. On va pas aller en Colombie. On va aller dans un championnat que tu adores vraiment particulièrement. Je sais que tu le regardes constamment et que tu adores ça. Donc voilà, en parlant d'Ulsan Gangwon, il a galéré l'arbitre tout ce temps pour voir qu'il n'y avait pas main. Je crois que ça a amusé Baptiste. Enfin, Baptiste était très chaud sur les réseaux. Suivez Baptiste sur Twitter, il est chaud avec son compte K-League FR. Voilà, bref, je le disais, dans la lucarne, c'est l'occasion de se poser un petit peu, de faire un focus sur 3 matchs. 3 seulement, sinon l'émission elle durerait toute l'après-midi et je crois pas trop que ça soit le but. Je t'ai oublié Nostromo? Non, je t'ai dit bonjour en premier Nostromo. Je te le redis, tiens, bonjour Nostromo. Mais non, j'ai dit, normalement j'ai dit, je réécouterai, je ferai attention, mais si je l'ai pas dit, pardon. Salut à toi. J'ai toujours la même question de savoir si tu as vu le dernier Alien. Vu ton pseudo, tu es censé l'avoir vu. Bref, je te mets la pression. Je le disais, dans la lucarne, l'objectif, trois matchs. On va se focus sur 3 matchs. On va expliquer pourquoi. Ça va aussi être l'occasion, et vous allez voir, ça va être le cas aujourd'hui très particulièrement, de faire un petit focus sur des championnats que je suis, mais que j'ai pas forcément, pour lesquels j'ai pas forcément le temps comment dirais-je, d'écrire sur Halo, malheureusement, où je ne prends pas le temps, où je n'ai pas, enfin voilà, choisissez la case que vous voulez. Et ça va être le cas aujourd'hui pour l'un des matchs. Et puis on va se poser un petit peu je vais essayer de vous planter un petit peu le décor de ces matchs-là pour vous expliquer un petit peu pourquoi aussi ces matchs sont intéressants d'un point de vue pas que sportif, mais un petit peu historique parce qu'ils vont nous raconter des choses. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans les matchs du jour. Bonjour à Red, bonjour à Biscuit. J'ai vu passer des follow aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu passer 2 nouveaux follow. J'en suis désolé, je ne les vois pas s'afficher vos noms. Mais merci à vous. Il y en a 2 ou 3. Et là, il y a Lionel Richie, magnifique pseudo. Bref, bonjour à vous, bienvenue, merci. Et voilà, on s'installe tranquillement. Tu as trouvé Baptiste. Justement, on va y aller. On va commencer par ça. On va commencer par le premier match à suivre cette semaine. Et si vous voulez le suivre en direct, petit disclaimer avant, il va falloir pas se coucher trop tard ce vendredi soir. Allez, c'est parti, premier match. Voilà, pour faire plaisir à Baptiste, on va aller en Australie. Enfin, on va aller en A-League parce que vous avez peut-être reconnu, vous avez peut-être lu rapidement sur les logos des 2 équipes. On va aller en Nouvelle-Zélande en fait, mais on va aller faire de la A-League. Alors ça paraît un petit peu bizarre, ça va être un petit peu particulier, ça peut vous paraître un petit peu particulier, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. On va justement planter un petit peu le décor de ce match. Ce match, quel est-il? C'est Auckland FC contre Wellington Phoenix. C'est du Super 12? Non, pas du tout. C'est de la A-League australienne. Je vais expliquer un petit peu cela dans un instant, vous allez voir, parce que c'est intéressant sur certains points. On va donc faire, tout d'abord, comme d'habitude, on va planter un petit peu le décor. Là, vous voyez un petit peu les logos de ces 2 formations. Et on va donc planter un petit peu le décor sur la A-League. Alors, on va aller assez vite sur le décor et le contexte sportif parce qu'en Australie, vous l'avez peut-être lu, on n'en est qu'à la 2e journée du championnat. Donc forcément, pour tirer des enseignements, on va un petit peu rapide. Mais quand même, je vais vous mettre le classement parce que
si je voulais être un petit peu, enfin voilà, si je voulais vous le survendre encore plus, je pourrais vous dire que c'est le match, vous le voyez sur le classement, qui oppose les deux leaders de la A-League. C'est incroyable. Oui, la A-League est dominée par deux clubs néo-zélandais. Donc Auckland est en tête puisque c'est la seule équipe à avoir gagné ces deux matchs, ces deux premiers matchs de l'histoire en A-League, et je vais y revenir dans un instant. Et Wellington s'accroche derrière avec le Melbourne Victory avec 4 points. Voilà, c'est un match pour la première place. Voilà, ça je l'ai bien survendu comme ça. Non, mais c'est surtout un match historique parce que c'est la première fois de l'histoire. Donc qu'en A-League, on va avoir deux franchises néo-zélandaises qui vont s'affronter. On va avoir un derby néo-zélandais. Alors vous allez voir dans un instant, ça a ses conséquences. Le fait d'avoir des équipes néo-zélandaises en Australie, justement, on va faire un petit focus là-dessus. Le temps pour moi de saluer Arklune qui vient d'arriver dans le chat. Juste pour vous rappeler quand même que, et ça paraît particulièrement surprenant parce qu'on le sait, la Nouvelle-Zélande, si on vous parle de Nouvelle-Zélande, et d'ailleurs la blague de Biscuit le prouve, vous pensez en premier lieu à rugby. Bon, vous avez forcément raison vu les performances et vu l'histoire des All Blacks notamment. Mais sachez quand même que le football a débarqué en Nouvelle-Zélande à la fin du 19e. Pour vous donner une idée, la fédération néo-zélandaise a été créée en 1891 et affiliée à la FIFA en 1948. En comparaison avec le voisin australien, juste comme ça, l'Australian Soccer Football Association n'arrive qu'en 1921. Bon, il y a une première pré-fédération australienne, on va dire, qui arrive en 1911, et elle n'est affiliée à la FIFA qu'en 56, ce qui veut dire que le football néo-zélandais est arrivé et est organisé bien avant son voisin australien et est affilié à la FIFA bien avant son voisin australien. Alors la chose un petit peu rigolote avec la Nouvelle-Zélande, c'est une petite parenthèse, c'est qu'elle a même été affiliée à la Confédération asiatique, et c'est pour ça tout à l'heure je parlais à Baptiste qui est toujours très content de voir l'Australie en Asie. Sachez que la Nouvelle-Zélande, et vous le voyez, c'est un extrait d'un journal qui date de 1964, je crois, de mémoire. La Nouvelle-Zélande a été inclus dans l'AFC, elle a été membre de l'AFC. Voilà, j'en profite, je fais une autre parenthèse par rapport au chat pour ceux qui nous suivent en direct. Salut à Nico Kouro, exactement ce bon vieux Sakai, on va en parler de Sakai, et bonjour à Daniel Gilson. Bref, vous le voyez, donc la Nouvelle-Zélande a même été un membre de l'AFC. Et donc voilà, c'est un petit peu, par contre, il y a un petit peu le même processus sur les deux pays. Sachez que la Nouvelle-Zélande a eu son championnat à elle dès 1892. C'était pas un championnat national, ça marchait par province, mais quand même, et que tout s'est accéléré. Il y avait même des systèmes de promotion-relégation, et donc tout s'est accéléré, un petit peu comme en Australie, après notamment la Seconde Guerre mondiale, sur les deuxièmes vagues migratoires. On en a beaucoup parlé sur Hello de l'importance des vagues migratoires sur le football australien. On appelle ça le football ethnique. Je vous invite à aller le lire, notamment il y a un article sur Lucarne Opposé là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais ça a été pareil un petit peu en Nouvelle-Zélande. Voilà, le football était installé et a connu un vrai boost aussi après la Seconde Guerre mondiale. On a quand même eu un premier championnat national, la National Soccer League, dès 1970, qui a eu quelques héritiers, hein, dont notamment la New Zealand National League, qui est arrivée en 2021, qui est celle en place depuis 2021. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela. Et justement, je vois le message d'Alarami sur l'élimination d'Auckland au premier tour de la Coupe du Monde des clubs. On va en parler de cette Auckland-là, parce que cette New Zealand National League qui vient d'arriver c'est le nouveau format qui est arrivé en 2021, qui se dispute d'abord avec une phase régionale à laquelle participent 32 clubs, et après ça sélectionne 10 clubs pour la phase finale. Et bien c'est dans cette ligue justement que l'on trouve des équipes comme Wellington Olympic et surtout le fameux Auckland City qui vient d'être cité. Auckland City que vous croisez régulièrement en Coupe du Monde des clubs parce qu'il gagne très souvent l'OFC Champions League et donc voilà. Mais vous allez le voir, c'est tout particulier. Alors sachez aussi que la Nouvelle-Zélande a sa coupe nationale qui s'appelle la Chatham Cup, et sachez qu'elle existe depuis 1923, donc vous voyez quand même qu'il y a une vraie histoire, et à cette coupe, participent
chaque année, vous allez voir quand même que c'est pas n'importe quoi, entre 120 et 150 clubs. Voilà, donc le football quand même se pratique de manière très forte en Nouvelle-Zélande. On a même eu un record hein, en 1991, il y avait 172 clubs qui ont participé à la Chatham Cup. Donc voilà, il y a une vraie tradition footballistique, mais à l'image de cette Auckland City là et de cette New Zealand National League, euh, c'est avant tout et surtout une affaire d'amateurs, voire au mieux de semi-professionnels, comme c'est le cas de ce Auckland City. Et c'est là que l'on touche à un petit peu cette schizophrénie qui touche le football néo-zélandais, parce que, eh bien, pour reprendre ce que dit Nostromo, ça fait bizarre de voir deux équipes néo-zélandaises à la tête de la A-League, c'est pas banal. Eh bien, ces deux équipes-là, finalement, sont les deux seuls clubs professionnels du pays. Mais tous deux jouent dans le championnat australien. Alors, petite parenthèse, sachez que la réserve de Wellington Phoenix dispute la phase finale de la New Zealand National League. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'entre pas dans le détail, mais l'équipe réserve joue avec les équipes contre Auckland City, par exemple. Voilà, pour tout ça. Alors, ces deux équipes professionnelles, voilà, la première, c'est Wellington. Et vous allez voir qu'elles sont quand même un petit peu liées, ces équipes, que ce soit Wellington Phoenix, qui est la première, entre guillemets, dans notre histoire du jour à être arrivée, et Auckland City. Elles sont liées parce que le tout premier club qui a joué, le premier club professionnel néo-zélandais se nommait Football Kings, avec un Z. D'ailleurs, parce que c'est assez amusant l'anecdote, ils ont mis un Z pour pas avoir un procès de la part des Sydney Kings, avec un S qui est une équipe de basket. Bref, et eux disputaient l'Australian National Soccer League. Donc ils jouaient déjà en Australie, et ils étaient la première équipe professionnelle du football néo-zélandais. Donc il y avait déjà cette passerelle-là, et cette équipe-là a disparu avec l'arrivée de la A-League en 2004. Et les Kings ont donc disparu, mais une franchise néo-zélandaise est restée. La première franchise néo-zélandaise de la A-League s'appelait les New Zealand Knights, les chevaliers noirs, pour dire même aller jusqu'au bout de leur surnom. C'est eux qui arrivent en A-League, qui sont en A-League, qui sont maintenus en A-League. On maintient une franchise en A-League. Pourquoi? Parce que la A-League, quand elle s'est construite, un petit peu comme les compétitions précédentes, l'objectif c'était de gagner des marchés. Pour pouvoir se développer, il fallait aller sur des marchés. Et pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande était un marché, et donc on a installé les New Zealand Knights à Auckland. Le problème, c'est que les Knights, ça a été un échec absolu, des problèmes économiques, un marché qu'ils n'arrivent pas à conquérir, et pour dire les choses, sportivement parlant, c'est une catastrophe. Ils ont disputé 2 saisons de A-League, ils n'ont gagné que 6 matchs sur 42, dont 5 la deuxième saison. Je vous laisse imaginer le bilan de leur première saison. Donc ça a été un échec complet, cette première conquête du marché du côté d'Auckland, et au point que la Fédé la Fédé australienne a fini par révoquer leur licence. C'est une époque aussi où on commençait à essayer d'ouvrir à d'autres territoires en Australie, mais ils ont révoqué la licence en disant non, on va quand même laisser une franchise en Nouvelle-Zélande. Et donc il y a eu un petit peu une pression mise sur la fédération néo-zélandaise pour installer une autre franchise. Et c'est donc ainsi que les Knicks sont arrivés en 2007. Et sachez que quand ils sont arrivés en 2007, à ce moment-là, l'Australie avait rejoint la Confédération asiatique, et l'AFC, la Confédération asiatique, a fait clairement pression auprès de la A-League et de la Fédération australienne pour qu'il n'y ait pas de franchise en Nouvelle-Zélande, et pour que les Knicks soient déplacés en Australie. Il a même fallu, et en fait les Wellington Phoenix ont été sauvés en quelque sorte par Sepp Blatter à l'époque, qui est intervenu pour dire vous n'avez pas votre mot à dire, laissez-les faire, laissez-les jouer. Et donc voilà, et c'est là qu'on a aussi un autre élément de la schizophrénie qui touche avec ces clubs-là, c'est que l'effet, la compensation, dirons-nous, qui a été mise en place, c'est que Wellington Phoenix ne peut pas se qualifier pour les compétitions asiatiques. Donc, si les Knicks gagnent une place dans l'une des coupes continentales asiatiques, sur le terrain, ils ne pourront pas la disputer parce qu'ils sont officiellement un membre d'une autre confédération. C'est très particulier, mais c'est comme ça. Et le problème, voilà, c'est comme ça. Donc on se demande ce qu'ils jouent concrètement, et ça sera le même problème qui va se poser pour Auckland.
Et donc voilà. Et pour vous donner une idée, ça a donné des situations assez folles, notamment une en particulier, parce que, alors déjà l'année dernière, ils étaient quand même pas loin, mais en 2010, déjà, ils avaient été vraiment passés tout près. Ils étaient allés en demi-finale du championnat, donc ils étaient vraiment tout près de ça, et ça avait donné une scène comme celle-ci. C'était un match face à Sydney, et ce but-là, beaucoup de supporters des Knicks vous en parleront encore, en tout cas les supporters historiques, c'est le but du 2-1. Je pense que vous voyez très clairement sur les images qu'il y a un but de la main. Le but a été accordé, il s'était fait un petit peu voler par Sydney qui allait finir par gagner le championnat, mais ça avait du coup un petit peu simplifié le problème, dirons-nous. Il n'y avait plus besoin de se poser la question de savoir comment on fait si jamais il se qualifie pour la Ligue des champions asiatiques. Et donc vous le voyez, officiellement, le remplaçant des New Zealand Knights, c'est Wellington. Ce sont les Wellington Phoenix d'ailleurs. Le symbole Phoenix, c'est quand même pour dire que le football renaît de ses cendres en Nouvelle-Zélande. Mais, alors ils sont un petit peu héritiers, on va dire. On peut les considérer un petit peu comme héritiers, mais vous l'avez compris, le Auckland FC qui vient d'arriver, c'est plus ou moins, encore plus l'héritier, puisqu'on a remis une franchise à Auckland. Alors, ce qui est assez amusant avec ce Auckland FC, c'est qu'on les surnomme justement les Black Knights. Alors on pourrait se dire, ah bah voilà, le lien est évident avec les New Zealand Knights. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est les surnoms de la plupart des équipes, les Knights de la plupart des équipes du propriétaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire d'Auckland FC, ce n'est tout simplement que Bill Foley, l'homme qui détient Bournemouth, qui détient une partie de Lorient et qui surtout détient les Golden Knights de Las Vegas en NHL. Vous voyez encore Knights. Donc c'est vraiment tout cela, voilà, c'est l'univers, ça n'a rien à voir avec l'héritage. Ça tombe bien quand même, et on joue un petit peu sur cet imaginaire-là avec le logo. Mais ce sont les héritiers, oui et non, et ils appartiennent donc, eux, à un consortium dirigé par un homme qui, jusqu'ici, réussit pas trop mal avec ses clubs, un peu moins à Lorient quand même, mais qui réussit pas trop mal quand même. Et donc, voilà, c'est historique, ça va être le premier derby de l'histoire de la Nouvelle-Zélande en A-League. Pour les supporters de l'OM, ça a été donné dans le chat, pour les supporters de l'OM, vous allez pouvoir retrouver Hiroki Sakai, que vous voyez sur cette photo-là. Et alors, comme je disais, il va falloir ne pas se coucher trop tard, si vous voulez voir ce match-là, pour une raison toute simple, c'est que le match est à 5h du matin. Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est un peu chaud, mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous n'êtes pas obligé non plus de vous lever à 5h du matin pour voir le match. Pourquoi? Parce que la A-League est diffusée gratuitement et de manière légale sur YouTube, ce qui veut dire que les matchs sont tous disponibles en replay. Donc vous allez pouvoir tranquillement le regarder sur YouTube au petit-déj ou un petit peu plus tard. Vous ne vous faites pas juste trop spoiler. Alors c'est vrai que si vous matez du football mexicain, vous avez des matchs à 4 et 5 heures, donc vous pouvez enchaîner sur la A-League. Mais si vous êtes au dodo, vous pouvez les regarder ce match tranquillement au réveil de manière gratuite et légale. J'en profite pour le rappeler, la A-League est diffusée. Tous les matchs sont tous diffusés sur la chaîne YouTube de la A-League. Je mettrai aussi le lien dans la description. Mais voilà, ou alors on va se coucher très tard justement. Voilà, ou alors on se couche pas en fait. Ou alors tu fais ta petite sieste là et t'enchaînes toute la nuit. Mais sinon, voilà, il y a cette possibilité-là d'enchaîner derrière. Le problème, c'est que la Nouvelle-Zélande ne parvient plus à se qualifier pour un mondial depuis le bon parcours de 2010. Faut dire que c'est un peu compliqué quand même pour se qualifier pour le mondial pour la Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'elle sera là en 2026, puisqu'ils ont une vraie place pour une fois. Les Kiwis ont une vraie place. Donc là, ça devrait pouvoir le faire. Mais bon, 5h du matin, Auckland City, Wellington Phoenix, le premier derby de Nouvelle-Zélande de l'histoire du championnat australien. Ça fait très étrange de dire ça, mais c'est ainsi. Voilà, et en plus, ce sont les deux leaders qui s'affrontent. Oui, effectivement, il ne faut pas s'endormir en regardant Querétaro Juarez, ce qui n'est pas facile non plus quand même, Biscuit. On n'a pas choisi la simplicité. Mais ou alors, c'est l'heure de la micro-sieste pour pouvoir enchaîner tranquillement sur le match de A-League. Mais bon, voilà. Donc ça sera sur YouTube, ça sera gratuit, ça sera facile. Vous pourrez le regarder tranquillement. C'est le match le plus facile à trouver le match le plus facile à suivre de manière légale. Et on va passer au deuxième match, et vous allez voir que le deuxième match, lui, pour le coup, ça sera plus compliqué de trouver, il n'y aura pas possibilité de trouver un moyen légal, mais c'est aussi un match à ne pas manquer. Et oui, ce match-là, il va forcément parler à certains,
peut-être moins à d'autres, mais pour ce deuxième match, je vous emmène au Chili. Et ça sera aussi samedi, mais ça sera à 22 h. Donc c'est plutôt sympa comme horaire quand même. Si vous arrivez à trouver un moyen, alors je vais vous le dire direct, si vous voulez voir le championnat chilien, il n'y a que des plateformes de streaming illégales, puisque désormais l'ancienne plateforme Estadio, dont j'avais parlé dans la vidéo sur comment regarder le football de la planète Hello, elle est entrée dans la galaxie Max, de la plateforme Max, et de France, on ne peut plus prendre d'abonnement, je crois, et de toute façon, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, l'abonnement était extrêmement cher, horriblement cher, uniquement pour du championnat chilien. C'était à l'époque 17 ou 18 euros par mois, donc on était dans des chiffres proches de la Ligue 1 après promo sur DAZN, hein, donc voilà. Bref, le deuxième match de la journée, on en profite pour saluer Ronan Bertolo qui vient d'arriver. Le deuxième match de la journée, c'est le Classico des Colonias entre l'Unión Española et Palestino. Alors, on va aussi entrer un petit peu dans le détail de tout cela. Je ne vais pas non plus entrer à mort dans l'histoire, mais quand même, j'ai pas parlé de restaurant encore, Red de Rouge, quoique c'est pas la Brune, ça, c'est plus Laurent Nicolin. Mais bon, voilà. On va faire un point, justement, on va en profiter, c'est aussi à ça que sert l'émission. On va aussi faire un point sur le championnat chilien à l'occasion d'aborder ce classico des colonias entre Unión Española et Palestino. Pourquoi? Parce que pour le coup, là, l'enjeu sportif, il est monstrueux. Le championnat chilien, vous le savez peut-être ou pas, mais dans ces cas-là, c'est à ça que je sers, est organisé en fait concrètement comme le Brasileirão, c'est-à-dire que c'est un championnat tout ce qu'il y a de plus classique. On joue sur toute l'année civile. Et donc, on fait un match, un championnat, aller-retour. Et à la fin, on regarde juste comment les gens sont classés pour attribuer les places, le titre de champion, les accessibles continentaux et la relégation. Au Chili, il n'y a que 16 équipes, ce qui veut dire qu'il n'y a que 30 journées. Et ce Classico des Colonias, c'est la 29e journée. Vous comprenez un petit peu l'enjeu. Vous vous dites, 29e journée, on est sur du vrai sprint final, il pourrait y avoir des conséquences au classement. Eh bien oui, parce que regardez le classement, si vous arrivez à lire, mais je vais vous aider, le classement est incroyablement tendu, donc il reste 2 journées à jouer et il y a concrètement 3 blocs. Alors je vais exclure le bloc, ça joue la survie, parce qu'on ne va pas être concerné là, mais vous voyez que c'est quand même très serré entre Cobreloa et on peut remonter même jusqu'au 10e, hein, jusqu'à Audax Italiano, puisqu'il y a 4 points d'écart à 2 journées de la fin. Mais nous, on va regarder ce qui se passe en haut. En haut, il y a un bloc, il y a un duel. Il y a un duel de géants. Universidad de Chile et Colo-Colo qui se tirent à la bourre. Hein, vous voyez qu'ils sont très, très, très loin devant. Et Colo-Colo est passé devant il y a 2 journées exactement, justement quand l'Universidad de Chile s'est incliné à Iquique. C'était avec le fameux Golazo Hello. Ça doit être il y a 2 semaines ou 3 semaines. Bref, c'est un duel, il y a 2 points d'écart entre les 2 équipes. C'est quand même assez rare hein, que Colo-Colo et Universidad de Chile soient ensemble à se tirer la bourre en tête du championnat. Donc pour le coup, il faut vraiment en profiter parce que c'est les 2 géants. Bon, il y a la Católica, hein, pour s'il y a des supporters de la Católica, mais voilà. Donc c'est assez rare que ces 2 géants-là. Donc voilà. En parlant du championnat chilien, tu as des nouvelles du gars qui faisait des directs depuis les stades. Oui, il est à Cuba, Biscuit. C'est Gabriel, je pense que tu penses à Gabriel, et il est à Cuba. Normalement, il est toujours à Cuba. Voilà, la U de Chile revient en grande forme. Oui. Alors, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que généralement dans l'histoire, ils n'ont jamais été en tête ensemble, Colo-Colo et la U. C'est-à-dire que quand il y en a un qui était en crise, l'autre brillait. Il y a eu un moment où ils ont galéré tous les deux, justement, on va en parler tout à l'heure, c'est dans les années 70. Mais là, vraiment, ils se tirent la bourre. Et la U de Chile a été première quasiment toute la saison, enfin une grande partie de la saison. Et elle s'est faite doubler il y a 2 journées. Et donc voilà, il reste 2 journées. Peut-être que Almiron, pour tous les supporters de Boca, va pouvoir emmener un nouveau titre. Donc voilà, bref, ça c'est le premier bloc, 2 équipes, il y a un duel, elles jouent le titre. Mais derrière, regardez ce bloc, à partir de la 3e place jusqu'à la 9e place, jusqu'à Newblens, qui revient très très fort, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Mais je vais écarter Newblens parce qu'on est justement concerné par ce bloc-là, qui est le bloc des accessites continentaux. Vous avez 2 équipes à 45 points qui jouent la dernière place pour la Libertadores. C'est Unión Española et c'est la Católica qui est à la dérive en ce moment. Et vous avez aussi derrière un bloc avec Iquique, avec Everton, surtout avec Everton, Coquimbo Unido et Palestino. Ces 3 équipes-là se tiennent en 1 point. Et là, on parle d'accessite
pour aller jouer la Sudamericana. Voilà, vous avez compris que l'enjeu, il est quand même énorme entre ces deux équipes. Pour ces deux équipes, l'Unión Española est donc 3e, Palestino est donc 8e, joue une place dans le top 7, Unión Española joue une place en Libertadores. Donc vous voyez qu'au niveau de l'enjeu, on est quand même sur du très solide. Et au niveau de l'histoire, forcément, on est sur du encore plus solide. Alors on va juste brièvement un petit peu rappeler qui sont ces deux équipes et pourquoi aussi on parle de Clásico de Colonias. Sachez que dans cette affaire de Clásico de Colonias, il y a un troisième larron qui entre en jeu, c'est Audax Italiano, qui comme son nom l'indique, est le club de la communauté italienne. Parce que vous l'avez compris, si on parle de colonie, il n'y a posez pas le terme colonie avec notre vue à nous. Colonie, ça sera plus dans le sens communauté. Ce Classico oppose des communautés. Et la première communauté, ce premier héritage, c'est possible, Nico Kuro, que ça soit après comme Traudax. Je n'ai pas le calendrier en tête, mais c'est possible. Donc on parle d'un héritage qui est lié aux vagues migratoires qui ont eu lieu au Chili au 19e et au 20e aussi, en gros jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Et donc, on commence par Unión Española, qui est le premier à être arrivé, qui est l'héritage des migrants espagnols. La communauté espagnole a fondé, vers la fin du XIXe siècle, a décidé de s'organiser pour créer des sortes d'associations sportives. Pas forcément dédiées qu'au football, d'ailleurs, hein. À l'instar un peu toutes les communautés étrangères entre guillemets de migrants qui venaient d'arriver au Chili, essayaient de mettre en place des associations sportives pour justement c'était aussi un outil pour pouvoir s'intégrer un petit peu plus. Et donc c'est avec cette volonté qu'en 1885 il y a un centre de loisirs qui ouvre, et dans ce centre de loisirs, 12 ans plus tard, arrivent deux clubs. Un premier qui s'appelle je me suis trompé, enfin voilà, je me suis embrouillé, mais le Centro Español de Instrucción y Recreación, voilà, qui arrive là et qui arrive 5 ans après l'arrivée du football au Chili. Et c'est d'ici que deux clubs arrivent, voilà. J'avais oublié l'étape Centro Español de Instrucción y Recreación. Il y a deux clubs qui sont créés. Le premier en 1909, qui est un club de cyclisme, qui s'appelle le Ciclista Ibérico. Alors vous voyez, hein, les racines espagnoles sont toujours là. Et un deuxième qui arrive en 1918, qui s'appelle le Club Ibérico Balompié. Bon, là vous avez compris de quelle activité il s'agit. Il joue au foot. Et ces deux-là finissent par fusionner, et c'est d'ici qu'arrive l'Unión Deportiva Española en 1922. Et cette équipe-là va se rapprocher du fameux Centro Español, fusionner encore. Il y a plein de... Voilà, vous voyez, tous ces clubs-là finissent par fusionner en une grande entité qui va donner l'Unión Española telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça en fait à l'époque le club, et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, le club le club le plus grand de la diaspora la plus grande du pays. Donc c'est vraiment le plus gros club. Et d'autant que ce club-là est l'un des moteurs de l'arrivée du professionnalisme au Chili. Et c'est aussi, et ça c'est une vraie particularité, c'est aussi l'un des rares à avoir son propre stade, ce fameux Santa Laura. C'est culturel, le multisport en Espagne. Ouais, c'est... Ouais. Mais et d'ailleurs, ce message est intéressant, et justement ça permet de faire une parenthèse. Tu t'aperçois que c'est même culturel dans l'ensemble du continent. C'est peut-être aussi un héritage espagnol, hein, me diras-tu, mais c'était aussi quand les migrants anglais sont arrivés, ils ont fait beaucoup de multisports. Quand les migrants allemands sont arrivés, notamment au Brésil, ils ont fait aussi du multisport. Beaucoup de clubs de football de Brésil sont avant même des clubs, pour certains, des clubs d'aviron, donc ce sont des clubs multisports. Donc il y a vraiment toujours cette notion de multisport dès les origines, très clairement. Très très clairement. Donc là, c'est aussi le cas, forcément. Et donc, je le disais, l'Unión Española, a son propre stade, rien qu'à lui, son stade propre. Et ils ne sont pas beaucoup au Chili à être dans ce cas. Sachez qu'un siècle plus tard, puisque c'est à partir de 1922 qu'ils ont le Santa Laura, un bon siècle plus tard, ils ne sont que 5, hein, en incluant Unión Española. Ils sont 4 en première division, je peux même vous les citer parce que ça va vite dans ces cas-là. Donc il y a Unión Española, il y a Colo-Colo, il y a la Católica et il y a Huachipato. Qui ont leur propre stade, les autres évoluent dans des stades municipaux, et il y a un club en 3e division qui vient d'inaugurer son propre stade, il s'appelle Lautaro de Buin, et voilà, c'est le 5e, et ça vient d'arriver, là, fin 2023 ou début 2024, ils ont inauguré leur nouveau stade. Donc vous voyez que
Ils ont été le premier à avoir leur stade rien qu'à eux, et ils sont l'un des rares à l'avoir encore. Donc je vous refais pas toute l'histoire d'Union Espagnola, parce qu'il y a déjà un article sur Lucarne Opposé, et parce que sinon on a dit qu'on n'y passerait pas la journée, donc on va pas passer non plus la journée. Euh, Sachez quand même qu'il y a une période dorée pour l'Union Espagnola qui correspond aux années 70, à l'arrivée de Pinochet, forcément. Pas de lien évident, hein, pas de lien entre Union Espagnola et l'arrivée de Pinochet, mais quand Pinochet arrive, il saccage les grands clubs du pays, les Colo-Colo, les Universidad de Chile, les Universidad Católica, qui se retrouvent économiquement totalement étouffés, et ce sont justement beaucoup les clubs de colonies que l'on va voir à ce moment-là, qui sont soutenus par ces communautés-là, sont soutenus très fort par ces communautés-là. Et donc on voit par exemple Union Espagnola qui va décrocher 3 titres de champion à cette époque, sur les 7 qu'il a dans toute son histoire, c'est quand même pas anodin, qui va aller en finale de la Libertadores en 1975. Mais c'est aussi à cette même époque-là que l'un de ses rivaux, Palestino, va aussi décrocher son titre, pas son premier parce qu'ils en avaient eu un avant, mais un titre de champion en 78, va gagner 2 Copa Chile et va aller aussi en demi-finale de la Libertadores, et va aussi signer à ce moment-là, à cette période-là, un record absolu qui tient encore d'ailleurs de nos jours, 44 matchs sans défaite en championnat. C'est le record, et justement c'est une série qui a pris fin face à Union Espagnola. Et d'ailleurs, sachez que Palestino a gagné l'une de ses Copa Chile en 77 face à Union Espagnola avec un but d'Elias Figueroa, qui est une légende du football chilien et qui jouait à Palestino dans ces temps un petit peu sombres. Et justement, on va aller sur l'histoire de Palestino, même si évidemment elle est beaucoup plus connue parce que ce club fait beaucoup parler de lui, notamment chez nous, et elle est aussi évidemment l'héritage d'une vague migratoire qui, elle, est venue de l'Empire ottoman, en grande partie au début du XXe siècle, puisque la jeunesse palestinienne franchit l'Atlantique à ce moment-là. D'ailleurs, ils passent par des agences qui sont en France, en Allemagne et en Suisse. Et voilà, je vous laisse. Pareil, je vous mettrai le lien. Il y a un article sur les Turcos qui a été écrit par Boris, parce que les Turcos, ce sont tous les descendants de ces vagues migratoires venues de l'Empire ottoman. C'est un surnom que ces descendants ont, hein, très souvent. Vous allez entendre par exemple El Turco Mohamed. Donc voilà, c'est une histoire qui est liée à cette vague de migration. Ils ont fui l'Empire ottoman. Il y a un excellent article de Boris sur Hello, je vous envoie là-dessus. Je vous donnerai le lien dans la description. Bref, ces vagues de migration venues de ces territoires-là se sont poursuivies durant la Première Guerre mondiale et à la fin des années 40, notamment après la guerre israélo-arabe de 48-49. Et au point que, et ça on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler quand même parce que c'est pas anodin, le Chili est aujourd'hui, la communauté palestinienne présente au Chili, c'est la communauté la plus nombreuse au monde en dehors du Moyen-Orient, bien évidemment. Donc c'est quand même, en dehors du monde arabe, même en dehors du monde arabe, ouais. En dehors du monde arabe, c'est la communauté la plus importante au monde. Et donc cette communauté-là a créé le Club Deportivo Palestino. Alors selon les documents officiels, c'est pareil, l'histoire, elle est sur le site, elle est dans l'histoire d'un nom, le Palestino, je mettrai le lien. Vous connaissez peut-être l'histoire. Selon les chiffres, comment dirais-je, les données officielles, hein, c'est sur le site du Club Palestino. Le club a été créé le 20 août 1920, après l'Olympiade des communautés arabes qui était organisée à Osorno, à près de 800 km de Santiago. Mais il y a eu des travaux menés par une ONG notamment, qui ont trouvé des documents, un document justement, à la Bibliothèque nationale. Les statuts, vous les voyez, les statuts officiels du Club Deportivo Palestina à l'époque. Dans lequel, et ce document est daté du 25 mars 1916, et on voit le nom des 68 membres fondateurs, dont ceux que l'on trouve ensuite dans la fameuse histoire entre guillemets officielle de création de Palestino en 1920. Alors bon, il y a tout un imbroglio là-dessus, parce qu'il y a aussi des témoignages de gens qui ont participé à cette Olympiade d'Osorno, qui nous explique qu'elle a eu lieu en 1950. Bon, on va pas entrer dans le détail, tout est expliqué aussi sur le site. Je vais en profiter juste pour faire un petit truc au passage. Hop, un petit outil de modération. C'est aussi ça le direct, voilà, c'est fait. Je vais pas non plus tout rentrer là-dessus. Sachez que, donc, ce club-là, mais ça vous le savez aussi peut-être,
est lancé à partir de 16 ou 1920. Il est ensuite professionnel et surtout quand il devient professionnel, il met fin à son idée de départ parce que l'idée de départ de ce club-là, c'était de ne faire jouer que des joueurs issus de la communauté des Turcos, des migrants venus de l'Empire ottoman. Bon, forcément, c'était pas forcément compatible avec le monde professionnel après, même s'il y a des exemples où on voit que c'est possible. Mais voilà. Reste que depuis, ce club-là, et ça, vous le savez obligatoirement, entretient forcément toujours des liens très étroits avec son territoire d'origine, avec sa Palestine. J'ai le maillot de Palestino avec le fameux numéro 11. D'ailleurs, ce fameux numéro 11, cette fameuse histoire, vous la connaissez forcément, c'est ce maillot avec le territoire de 1948, le territoire de la Palestine de 48, qui a été ressorti par certains amateurs de buzz pour nous expliquer que c'était une réaction à ce qui s'était passé et ce qui se passait dans le conflit actuel. Cette image-là date de 2014. Mais imaginez un jour que ces gens-là, avides de buzz, découvrent que cette carte, elle est présente à l'entrée du stade, près de la tribune officielle, mais surtout qu'elle est toujours présente sur les tenues des joueurs, sur la manche et sur les chaussettes. Sachez aussi, et j'en profite, que ce maillot avec le numéro 11 est toujours disponible sur le site internet du club, qu'ils peuvent livrer un peu partout dans le monde. Ils ont ouvert de nouveaux pays pour livrer le maillot. Pour l'instant, c'est uniquement le maillot visiteur, donc le maillot tout noir qui est possible, mais vous pouvez le faire floquer avec ce numéro 11. Je crois que le maillot coûte une quarantaine d'euros, mais vous avez à peu près une quarantaine d'euros de frais de livraison aussi, ce qui vous fait le prix d'un maillot classique. Bref, tout cela pour dire que le club reste quand même très très lié à sa terre. Il y a eu des visites des dirigeants palestiniens, notamment Mahmoud Abbas, qui était venu même au stade, à la Cisterna, ce fameux stade assez particulier, parce que vous le verrez si un jour vous voyez les images. J'ai pas mis de photo, mais c'est un stade un peu à l'ancienne, on va dire. Il y a que cette tribune-là en gros qui a un bâtiment. Le reste, il n'y a pas de bâtiment. Le Palestino a fait une tournée en Palestine en 2016. Ses campagnes de Libertadores ont été diffusées par Al Jazeera. Le sponsor, c'est Bank of Palestine. Donc voilà, il y a un vrai lien. Sur les réseaux sociaux, le club communique toujours et très souvent. Alors là, depuis un an, vous imaginez qu'il communique beaucoup sur le conflit, mais aussi régulièrement, ils envoyaient des photos de la Palestine des années 40, d'autres fois. Ils mettaient des photos à une époque, ils ne le font plus trop, mais ils le faisaient à une époque. Donc bref. Toujours derrière ce hashtag Todo un Pueblo que vous avez vu aussi sur cette affiche-là. Voilà, ce club est très lié et ce club n'a juste jamais coupé les ponts avec ses origines et c'est peut-être aussi et ça l'essentiel, quoi que l'on pense, quel que soit le camp auquel on appartient. Donc voilà, oui, ce genre de détail peut suffire à déclencher une polémique. Surtout dans le contexte actuel, c'est ça. Alors voilà, là l'idée c'est pas d'aller sur le contexte actuel, c'est vraiment de rappeler que ce club-là, c'est le club des descendants des migrants venus de Palestine et donc n'a véritablement jamais coupé les liens avec sa terre d'origine, ce qui est un petit peu la base normalement, et c'est pour ça que c'est très bien aussi. Alors donc, Unión Española Palestino, c'est le classico des colonias. Vous avez vu, il y a un énorme enjeu, il y a un poids historique, il y a beaucoup d'histoires de la construction du Chili, représentée par ces clubs-là. Je le disais, il y en a un troisième qui s'appelle Audax Italiano qui entre dans ce classico des colonias. D'ailleurs, sachez que, pour fermer cette histoire, le duel entre Unión Española et Palestino n'est pas le plus chaud dans les classicos des colonias. Le vrai caliente, c'est entre Unión Española et Audax Italiano, c'est entre les Espagnols et les Italiens. Je le disais, c'est samedi, c'est à 22h, et là, pour le coup, le seul moyen de le suivre, eh bien, ça sera des plateformes, je le disais tout à l'heure, des plateformes de streaming illégal, parce que c'est évidemment pas diffusé en France, et voilà, c'est pas sur YouTube, c'est nulle part, c'est dans la plateforme Max si vous êtes en Amérique du Sud, mais si vous êtes en France, vous pouvez pas y accéder. Donc voilà, ça sera le seul moyen pour voir ce deuxième match. Le premier sur YouTube, le deuxième sur une plateforme illégale, et vous allez voir le troisième sur lequel on va aller maintenant. Le troisième, lui aussi, on peut le suivre de manière légale. Et le troisième, c'est au Brésil. Vous avez reconnu les deux logos. Forcément, on va aller au Brésil pour la dernière affiche du week-end. Et là, pour le coup, c'est si vous avez un long week-end, parce que le match, c'est mardi à minuit. Donc, dans la nuit de lundi à mardi, vous choisissez. C'est toujours le problème du minuit. Il y a des gens pour qui minuit appartient au jour d'avant. Mais bon, bref, mardi à minuit, dans la nuit de lundi à mardi à minuit. On va aller dans le Brasileirão
On va aller au Brésil pour ce match entre le Corinthians, et je dis bien le Corinthians pour les deux du fond, et Palmeiras. Alors là aussi, non, c'est pas le Choquerei, c'est le Derby Paulista. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi le Derby Paulista dans un instant. Je plante un petit peu le décor sportif, même si pour le coup, le Brésil, vous avez les comptes rendus de Marcelin qui arrivent toutes les semaines. On se retrouve quand même avec un enjeu important, donc c'est important de focus là-dessus, parce que si vous parcourez ce classement du championnat brésilien, après 31 journées pour la plupart des équipes, certains en ont encore 30, vous voyez qu'il y a deux salles, deux ambiances sur ce choc, puisque on va commencer par celui qui reçoit. Le Corinthians est actuellement 15e, a été battu hier en Sudamericana, donc a terminé son all-in pour tenter d'aller gagner une place en Libertadores ou d'aller gagner un titre via la Sudamericana, éliminé par Racing et ce cher Juan Fer Quintero. Bienvenue à Cholito 31. Donc le Corinthians est actuellement 15e et vous voyez que c'est très très tendu. Je vous rappelle qu'au Brésil, les 4 derniers descendent. Il y a un petit carré rouge autour. Ils n'ont donc qu'un point d'avance sur l'Atlético Paranaense, sur Red Bull Bragantino et sur Juventude. Bon, vous voyez que c'est très serré parce que jusqu'à Grêmio, ça va serrer un petit peu quand même. 4 points entre Grêmio 11e et Juventude 18e. Je rappelle que, et vous voyez peut-être les petits éléments de couleur, une place en Sudamericana, ça commence à partir de la 12e place. Donc vous voyez que le Corinthians joue à la fois le maintien et à la fois une place en Sudamericana. C'est les charmes du Brésil. Et encore, imaginez, on a Cruzeiro en finale de Sudamericana et on a Botafogo et l'Atlético Mineiro en finale de Libertadores. Donc il y a peut-être des spots qui vont se libérer, ça va continuer à descendre. C'est généralement le cas au Brésil, le ventre mou, c'est rarement plus de 3 équipes. Voilà, bref, donc la première salle, première ambiance, le Corinthians qui joue tout simplement sa survie, et vraiment sa survie parce qu'il est aussi en danger du point de vue économique, on en a parlé dans les lucarnes américaines. Et de l'autre côté, Palmeiras, lui, double tenant du titre, vise tout simplement de conserver sa couronne pour une 3e fois. Ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire du Brasileirão depuis la mise en place de ce championnat tel quel en 1971. C'était l'œuvre de Sao Paulo en 2006, 2007 et 2008. Ils sont à 3 points de Botafogo. On sait que Botafogo peut choc, comme toujours, comme d'habitude. Mais donc, voilà, sur le plan sportif, donc, ce derby paulista a un enjeu absolument immense, vous le voyez, mais évidemment, si j'en parle aussi, c'est parce que le derby paulista, c'est bien plus qu'une simple chamaillerie ou bien plus qu'un simple enjeu sportif. C'est alors, on devrait dire classico, mais je vais rester dans le mot derby et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. D'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite. En fait, il s'appelle Derby Paulista à cause d'un journaliste, Thomas Mazzoni, qui l'a baptisé ainsi en hommage à la plus grande course hippique du monde de l'époque, le Derby d'Epsom. Et donc, il avait appelé ce duel entre Corinthians et Palmeiras le Derby Paulista. D'ailleurs, Nostromo parlait du Choquerei. C'est lui qui a donné ce nom aussi de Choquerei pour le choc entre Palmeiras et Sao Paulo. Ou même, c'est même lui qui a donné le Majestoso à Corinthians, Sao Paulo. Bref, je referme la parenthèse. Donc, on ne parle pas de classico, on parle de derby. On parle de derby. Sachez que donc il est centenaire, que c'est l'un des plus traditionnels et des plus chauds de Sao Paulo, parce que oui, on est à Sao Paulo pour ceux qui ne savaient pas, et que la rivalité est considérée comme étant la plus féroce au Brésil. Et c'est aussi et surtout le derby ayant eu le plus de fois un impact sur un titre dans toute l'histoire du football brésilien, que ce soit des finales de Paulista, des demi-finales de Libertadores, des luttes pour des championnats ou pour de la coupe. C'est donc le match qui a toujours eu le plus gros enjeu. Petite anecdote, petite précision, en 2017, il y avait un sondage qui avait été réalisé à Sao Paulo, et pour 35% des sondés, c'est pas négligeable, parce que vous voyez, il y a plusieurs classicos dans la ville, c'est le plus grand derby de la ville, donc c'est pas anodin. Bref, tout ça pour dire un tout petit peu d'histoire, même si pour le coup l'histoire de ces clubs-là, bon, quand même. Le premier arrivé, c'est le Corinthians, et ça renforce un petit peu, d'ailleurs, d'avoir un tout petit peu l'histoire, ça renforce aussi la rivalité. Le premier arrivé, c'est le Corinthians, et je dis bien le Corinthians, qui arrive en 1910 à Bom Retiro, créé par des peintres en bâtiment qui ont décidé de créer ce club-là après avoir assisté à des matchs de la tournée d'un club anglais qui s'appelait Corinthians Football Club. C'est pour ça qu'on dit le Corinthians.
Donc il décide de nommer ce club-là. Et d'ailleurs, l'objectif, dès le début de ce club-là, était d'être le club du peuple, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, le football brésilien était avant tout une affaire pour les élites. Et si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, et c'est pour ça que je ne vais pas passer beaucoup plus de temps dessus, vous avez cet excellent ouvrage de Marcelin, Primera Bola, voilà, qui vous explique tout de la naissance du football au Brésil jusqu'au pro football, à l'arrivée du football pro. Et donc, il y a toutes les histoires de Corinthians, de Palmeiras et tout et tout. Donc, pour ça que je ne vais pas non plus en faire beaucoup dessus, parce que tout est vraiment beaucoup mieux décrit dans cet excellent ouvrage, vraiment. Donc, voilà. Bref. Tout ça pour dire que le club débute dans le football amateur, hein, tout simplement. Il continue de monter, remporte des Paulista, avec une des premières légendes qui s'appelle Neco. Je crois même qu'il y a un article sur Neco. Il y a même un article sur Neco sur Lucarne Opposé, donc je mettrai le lien. Et quand même, en 1914, il gagne le Paulista en 1914. Et c'est cette année-là que, indirectement, Corinthians va donner naissance à son futur rival, Palmeiras, parce que en 1914, le Corinthians affronte les Italiens du Torino qui sont également en tournée au Brésil et se prend une bonne danse. Ils prennent 3-0. Sachant que c'était le club du peuple, le Corinthians, dès le départ, sa fanbase était constituée essentiellement d'un bon tiers d'immigrants, enfin pas essentiellement, mais d'un bon tiers d'immigrants d'origine italienne. Et quand ils voient ça, ils voient une équipe italienne qui corrige un représentant de la ville. Quelques immigrés italiens se disent « Attendez, nous aussi, on va créer notre club ». Et c'est ainsi que naît Palestra Italia. Donc, plusieurs clubs et des sociaux du Corinthians, plusieurs sociaux du club, vont rejoindre Palestra Italia parce qu'ils ont des origines italiennes. Et c'est comme ça que commence la rivalité entre les deux. D'ailleurs, des joueurs du Corinthians quittent aussi pour aller rejoindre Palestra Italia. D'ailleurs, le premier derby paulista, le premier buteur de l'histoire de Palmeiras, est un ancien joueur du Corinthians, il s'appelle Bianco, et le premier derby paulista se joue en 1917, et Palestra Italia s'impose aussi 3-0 sur un triplé de Caetano, et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est la première défaite du Corinthians depuis 25 matchs. Donc il y a vraiment ce lien entre les deux, et vous voyez que la rivalité, elle est dès la naissance. Vu le parcours de Santos en Série B, on peut envisager un retour du Classico de Saudade. Oui, je pense. Oui, très clairement, Nostromo. Le championnat est fou, nous dit Nico Coutreau, exactement. Et bonjour à le Lillois aussi qui vient d'arriver. Bref, on est sur le Derby Paulista, dernier match à suivre de ce week-end sur la planète Hello. Bref, le club des Italiens, donc Palestra Italia, gardez ce nom, se fait donc rapidement une place. Il met fin notamment à la domination d'un autre club qui s'appelle Paulistano, mais je vous invite, si vous le pouvez, à vous procurer ce livre-là. Tout est dedans. Marcelin vous explique vraiment tout là-dedans. Inaugure son propre stade, les Stadio Palestra Italia, que le club a acheté 13 ans auparavant. Et à l'époque, le club ce stade-là est le plus moderne du pays. Donc, c'était à cette époque-là qu'il met d'ailleurs le fameux 8-0 au Corinthians. Mais voilà, sachez que, alors, parce que je vous parle de Palestra Italia, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'était le premier nom de Palmeiras, et oui, c'est devenu Palmeiras. Pourquoi ? Parce que c'est une des raisons, c'est une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le président Getúlio Vargas impose par décret que que tout club ayant une référence à un pays de l'Axe doit changer de nom. Ce qui veut dire que pour les clubs comme Palestra Italia, ça devient totalement interdit. Alors, ils essayent dans un premier temps de s'appeler Palestra Sao Paulo, mais ça marche pas, et il y a un deuxième décret qui oblige à être, je crois que c'est un décret au mois d'août 42, qui oblige le club à vraiment enlever toute connotation italienne, membre de l'Axe. Et donc, le 14 septembre 1942, à quelques jours du dernier match du Paulista, le club devient Palmeiras, hommage à un ancien club de la ville disparu en 1930. Sachez pour l'anecdote que à Belo Horizonte, Cruzeiro a fait exactement pareil. Cruzeiro s'appelait Palestra Italia aussi et est devenu Cruzeiro en 1942. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi le club s'appelle Cruzeiro, c'est parce qu'ils ont pris comme symbole la Croix du Sud, qui est la constellation que l'on voit le mieux au Brésil. On va dire que c'est un peu la Croix du Sud, c'est un peu notre petit ours à nous, ou notre grand ours à nous. Bref.
Voilà, donc ces deux clubs changent de nom. Reste que quand même, hein, le club de Palmeiras, c'est quand même Oni. Hein, pour certains, il représente l'Axe. Et donc, quelques jours après être devenu Palmeiras, il arrive en finale du Paulistano, en finale du Paulista, pardon. Et c'est cette fameuse image de ce que l'on appelle l'arrancada heroica. Palmeiras, les joueurs de Palmeiras, et notamment derrière Adalberto Mendes, qui était un capitaine dans l'armée, que vous voyez à droite de l'écran, arrivent avec le drapeau brésilien pour bien rappeler leur appartenance au Brésil. Et d'ailleurs, Palmeiras s'impose 3-1 face au Sao Paulo de Valdemar de Brito et décroche son premier titre sous ce nom. C'est pour ça que l'on dit, par exemple, et que certains supporters de Palmeiras disent que Palestra Italia est mort leader et que Palmeiras est né comme ange en tant que champion. Voilà, je vous passe quand même l'histoire de ces deux géants parce qu'elle est immense, parce qu'elle est ultra dense. Sachez que ce sont les deux clubs les plus titrés du Paulista, 30 titres pour le Corinthians, le dernier en 2019, 26 pour Palmeiras, qui a gagné 4 des 5 derniers d'ailleurs. Ce sont 2 des 3 clubs les plus titrés de Série A, de première division brésilienne, si on inclut la Taça Brasil. Palmeiras est à 12 titres, le Corinthians est 3e avec 7, le dernier en 2017. Je le disais, Palmeiras est double tenant du titre. Que Palmeiras a décroché 3 Libertadores, dont 2 ces dernières années. Que le Corinthians en a une en 2012. Et que le Corinthians, on le rappelle quand même toujours, est le dernier représentant sud-américain à avoir gagné la Coupe du Monde des clubs et devrait le rester pour un bon bout de temps. Évidemment, il y a eu un bon siècle de confrontation. J'ai vu ton message de Lillois, hein. Je vais te répondre dans un instant, je termine juste ce passage-là. En plus d'un siècle de confrontation, les histoires ne manquent pas. On peut évoquer la demi-finale de Libertadores de 2000, avec un match aller remporté 4-3 par le Corinthians et perdu 3-2 au retour et des tirs au but et tout. Ou même le dernier qui a eu lieu en Paulista, qui a eu lieu, comment dirais-je, oui, lors le dernier en février, pardon, le dernier de février, qui s'est terminé sur un score de 2-2. C'était un match un petit peu fou d'ailleurs. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un certain Hendrick a marqué un but et est devenu le plus jeune buteur d'un derby paulista. Mais surtout, le match avait été complètement dingue puisque Palmeiras menait 2-0, que Yuri Alberto a marqué le but du 2-1 à la 87e, que Cassio, à l'époque au Corinthians, avait été exclu à la 90e, laissant Gustavo Henrique dans les buts, et que ensuite Yuri Alberto s'est blessé, et que le Corinthians, malgré tout, à 9 contre 11, avait égalisé sur un but de Rodrigo Garro à la 99e. Donc vous voyez, ce sont toujours des matchs avec des histoires totalement dingues. Un petit point sur les stats. Je vous le disais, c'est un derby centenaire, donc 380 affrontements, toutes compétitions confondues, c'est énorme, et le bilan est quand même assez fou, parce que sur ces 380 matchs, il n'y a que 6 victoires d'écart entre les deux équipes, 135 à 129 pour Palmeiras, qui a inversé la tendance ces dernières années, parce que Palmeiras est sur 8 matchs consécutifs sans défaite, c'est la deuxième plus longue série du club, le record est à 12, hein. Pour Corinthians, le record est à 10. Donc, pour ce match, le rendez-vous, il est simple, c'est dans la nuit de lundi à mardi à minuit. Au Brésil, il n'y a pas d'âge minimum pour débuter en professionnel. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis en train de donc je lis ton message. Je suis en train de réaliser un travail pour les cours sur le développement du football féminin à travers le monde. Alors, on a eu des articles sur le sujet. Le Lillois, on a un magazine, le magazine numéro 2, entièrement dédié au foot féminin. Donc tu vas avoir de la Bolivie, du Chili, du Brésil justement, on est avec les filles de l'América Mineiro. Au Chili, j'ai interrogé Yona Rothfeld, qui est aujourd'hui une représentante du syndicat des joueuses. On avait un focus en Bolivie, on avait un peu de Mexique et de Colombie. Par contre, ça a forcément vieilli parce que Lucarno Posé Magazine numéro 2, c'est 2017. 2017 ou début 2018. Attends, on est parti en novembre, donc début 2018 probablement. Donc ça a peut-être un peu vieilli. Pour le coup, il va falloir faire des mises à jour, mais voilà, il y avait ces éléments-là. À l'époque, on avait fait un mag entièrement sur le foot féminin. Voilà, je ne sais pas s'il en reste des papiers, il reste forcément des formats PDF, mais au pire, voilà, au pire, contacte-moi et je te dirai si on a d'autres billes. Et je t'avoue qu'on a fait 2-3 focus sur la sélection colombienne féminine, sur le football féminin en Colombie, dans les 9-10, il me semble, avec Pierre.
parce qu'il se passe quelque chose autour des féminines en Colombie. Mais c'est vrai que sur les autres pays, on n'a pas trop, on n'a plus vraiment grand monde qui suit. Ça essaye de s'installer, ça essaye de se développer, mais très franchement, je pense malheureusement que depuis 2017, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Oui, tu peux m'envoyer un message. Je sais pas si mon Twitter personnel a les DM ouverts, mais au pire, fais-le sur fais-le sur celui de Lucarne Opposé. Les DM sont ouverts et c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà. Donc voilà. Bref, on revient sur le programme, je le disais. Ce derby Paulista, c'est dans la nuit de lundi à mardi à minuit. Enfin, mardi à minuit, choisissez. Hein, c'est dans la nuit, là. La transition de lundi à mardi. Si c'est à minuit 1, c'est mardi. Donc voilà, c'est le 3e match du week-end. C'est sur celui-là que l'on va conclure cette émission, ce 3e épisode de Dans la Lucarne. Il sera disponible dans l'après-midi. Il sera disponible. Est-ce que je ferai un live? Je suis pas sûr à 100%, parce que dans les rendez-vous lundi, il y aura... Ah, j'ai pas dit le diffuseur. Merci. Ouh là là, j'allais partir là-dessus. Le diffuseur. Il y a un moyen légal de voir ce match-là. C'est payant. C'est Fanatize. On en parle très souvent, mais voilà. Et si vous avez un abonnement à Fanatize, que vous utilisez un VPN placé aux États-Unis, eh bien, vous aurez accès au championnat brésilien. Fanatize, je crois que c'est... Je ne sais jamais. Je devrais vraiment vérifier. Je crois que c'est 80 ou 90 € à l'année. Et vous avez l'Argentine. Ça, c'est si vous êtes en France. Vous avez l'Argentine et le Pérou en France. Et si vous ouvrez votre VPN, vous allez avoir accès au Brésil, notamment à l'Équateur. Je crois qu'il y a un peu d'Uruguay aussi. Et vous aurez la Ligue 1, mais je ne l'ai pas dit. Bref, voilà. Tels sont les rendez-vous pour Dans la Lucarne. Nous, on se retrouve samedi soir pour la session MLS avec les 2e matchs de premier tour des playoffs, les matchs 2. Sinon, si vous ne pouvez pas passer sur les lives, lundi soir, Lucarne américaine à 22h, c'est le classique. Et donc après, vendredi prochain, l'épisode 4 de Dans la Lucarne. Est-ce qu'on aura encore une journée de championnat ou est-ce qu'on passera en trêve internationale? Je crois qu'on aura encore une journée de championnat, donc on pourra y aller. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous remercier ceux qui étaient présents dans le chat. Toujours un plaisir. N'hésitez pas, si vous écoutez l'émission en replay, voilà, à venir le vendredi, 12h30, si vous avez des questions, si vous voulez participer, croiser les gens de la communauté. Merci à ceux qui étaient dans le chat. On se donne rendez-vous demain soir. Je vais essayer d'être là pour le premier match qui, je crois, est à 22h. Sinon, on arrivera en cours. Pour la MLS. Sinon, lundi, 22h, Lucarne américaine. Et vendredi prochain, l'épisode 4 de Dans la Lucarne. Bon week-end de foot à tous et à la prochaine.